Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Jocelyn Cormier qui vient nous parler d'anxiété. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre Laporte amène son sujet, la manipulation psychologique. Notre collaborateur Jean-François Plouffe nous présente le plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026. Bienvenue à Folie douce. Vous êtes branchés sur Folie douce. Soyez au courant des multiples thèmes de la santé émotionnelle. J'accueille maintenant mon invité, Jocelyn Cormier. Bonjour, Jocelyn. Bonjour. Alors, bienvenue à l'émission Folie douce. Merci de m'accueillir. C'est un bonheur de t'accueillir. On va parler un sujet important, un sujet qui te tient à cœur parce que t'en as souffert, c'est l'anxiété. Absolument. Avant de parler de ce sujet-là, parce qu'on on a l'impression que l'anxiété, on en parle beaucoup, mais c'est peut-être pas si vrai, là. J'ai pas l'impression que les gens savent vraiment ce que c'est, puis ça touche qui, etc. Fait qu'on va pouvoir développer là-dessus. Mais comme les gens l'ont peut-être entendu, tu as une voix radio. Donc, j'aimerais ça on parle de ta carrière, parce que tu as eu une carrière en médias. Tu es maintenant retraité, mais j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton vécu. Oui, ça a été un rêve d'une vie, ça. On est, à mon âge, on est né avec la radio et la télévision, surtout la télévision, là. Mais donc, très jeune, je voyais les émissions de télévision, je tripais là-dessus, les émissions de radio. Il n'y avait pas tellement de postes dans ce temps-là, ouais. Donc on écoutait un peu tous les mêmes affaires. Le 2, le 10. Oui, c'est ça. Donc, c'était un rêve de jeunesse et que j'ai réussi à mettre à profit en allant vivre dans l'Ouest canadien. Alors, je voulais aussi être bilingue, puis c'était difficile pour moi. Je demeurais à Chaumédé-Laval. Mm-hmm. Et puis, donc, j'ai étudié là jusqu'au moment où j'ai décidé de partir. Je suis revenu faire mes cours ici, mes classes, puis je suis diplômé de l'Université du Québec à Montréal en communication. Et j'ai bourlingué un peu partout pour apprendre mon métier. Je suis retourné après ça dans l'Ouest canadien. Henri Bergeron m'a justement engagé pour aller travailler à Edmonton. Ça a été une belle expérience avec la famille à ce moment-là. Ouais. Et donc, c'est ça, moi, ça m'a toujours intéressé. Et même quand j'ai quitté, parce qu'après avoir fait une 25 ans dans les médias, j'ai continué à m'intéresser beaucoup aux médias parce que j'étais en philanthropie à ce moment-là, en communication. Et c'est moi qui faisais toutes les annonces, les présentations publiques, tout ce qui a rapport avec les relations avec l'auditoire, etc. Donc, ça a toujours été présent dans ma vie, tout au long de ma vie, puis je pense qu'aujourd'hui, je suis encore là. Et comme on dit aussi, on peut sortir le gars de la radio, mais on ne sort pas la radio du gars, parce que normalement, c'est imprégné en soi. Là. Oui, c'est là tout le temps. Puis j'ai le bonheur de me faire dire souvent, vous avez donc une voix radiophonique. Alors, je suis content de ça, puis ça me rappelle le bon vieux temps, puis ça fait plaisir. Puis effectivement, donc, c'est intéressant comme parcours, mais l'anxiété, t'as souffert de ça, tu étais capable d'en parler. Peux-tu nous expliquer comment c'est arrivé? Est-ce que c'était en rapport à ton travail? Est-ce que ça fait longtemps d'abord? Oui, c'est une excellente question. Souvent, on me demande quand ça a commencé. Moi, je peux dire que ça peut être l'anxiété la plus réelle que j'ai connue, là, c'est depuis 2 ans. La pandémie s'est jetée là-dedans, puis ça n'a certainement pas aidé. Parce que si je regarde ma carrière, quand je suis parti pour vivre dans l'Ouest canadien la première fois, j'avais 19 ans, j'étais sur le pouce, j'avais 135 $ dans mes poches. Je suis revenu 2 ans et demi plus tard et j'ai commencé mon métier en communication. Donc, dans ce temps-là, il n'y avait pas d'anxiété. Tu n'avais pas peur, tu fonçais. Qui peut dire qu'il a fait ça à 19 ans, partir, revenir 2 ans et demi plus tard? J'étais tout seul, et ça ne m'a jamais dérangé. Sauf qu'avec les années qui ont passé, tout ça, on change, hein? Puis on a une famille, puis on a des amis, on a un travail, puis tout ça, c'est comme... ça a arrêté, ça s'est modifié. Moi, j'ai aussi arrêté de travailler, j'ai pris ma retraite. Là, la pandémie s'est mise là-dedans. Là, on ne pouvait plus sortir du tout. J'avais des amis que je ne pouvais pas visiter et j'ai cru aussi beaucoup ce que j'entendais, c'est que j'avais comme l'impression qu'on allait tous y passer à un moment donné. Exact. J'écoutais toutes les nouvelles en français et en anglais. Alors, tu multiplies 100 décès par 25 fois, ben là, tu es rendu à combien? 2500? Alors, c'est beaucoup de décès tout le temps, à tous les jours. À un moment donné, j'ai arrêté ça, mais le mal était fait. Je me suis aperçu que je souffrais d'anxiété, mais j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Dans le fond, c'est un peu tout en même temps, comme tu disais, tu as arrêté ta carrière, puis en même temps, tu as ça qui arrive. Tu sais, au moins, souvent, la radio, ça donne un moteur, là, ça donne quelque chose à quelqu'un, ça lui donne une raison de vivre, ça. Le fait que tu étais plus dans le domaine comme tel, ça aussi, ça doit être difficile de ne pas t'attacher à quelque chose, une passion, tu sais, qui... Oui, mais je me suis aperçu, puis moi, je suis un avocat des groupes de soutien.
Ouais. Moi, je suis pas un spécialiste dans l'anxiété. J'ai même constaté que moi-même, je ne savais pas il y a 2 ans qu'est-ce que c'était exactement. Pour moi, l'angoisse et l'anxiété sont deux mots similaires qui veulent dire à peu près la même chose. Et autour de moi, je me plains jamais des gens qui ne connaissent pas l'anxiété, puisque j'étais comme ces gens-là, je ne le connaissais pas. L'anxiété, c'est pas l'angoisse, c'est autre chose. C'est quelque chose qui est plus difficile à contrôler. Oui, puis ça a été quoi? Ça s'est produit parce qu'il s'est passé des vides tout autour de moi, dans la famille, dans les proches. Et peut-être il nous reste un petit peu notre enfance aussi là-dedans. On cherche autour. Là. On traîne un bagage, là, des fois, puis ça finit peut-être par sortir parce qu'il y a toutes sortes d'événements qui arrivent, puis ça provoque ça. Là. Puis ça nous fait penser aussi qu'il y a plusieurs sortes d'anxiété. Il y a des anxiétés très graves, il y a des post-traumatiques. Bon, il y a plusieurs termes que je ne vous expliquerai pas parce que je ne suis pas un spécialiste là-dedans. Mais il y a des niveaux extrêmement différents d'une personne à l'autre. Ouais. Mais j'ai remarqué, pour moi en tout cas, que le fait d'avoir un groupe de soutien, ça devait et c'est devenu la planche de salut. Moi, d'être dans un groupe et d'entendre d'autres personnes parler de leur propre anxiété, écoutez ce que les autres ont à dire là, dans un groupe de soutien, c'est absolument extraordinaire. On va chercher là-dedans, d'abord on comprend ce qui nous arrive, on voit que d'autres souffrent à peu près de la même anxiété ou semblable, puis on voit aussi qu'il y a des différences importantes. Il y en a que c'est plus le matin, d'autres c'est plus le soir, d'autres c'est à plein temps. On voit que l'intensité varie d'une personne à l'autre. Donc, chacun son traitement. Moi, je ne fais pas d'une promotion pour un traitement plus qu'un autre, mais je suis convaincu qu'un groupe de soutien est absolument essentiel. Si on se replie sur soi-même, on n'en sortira juste jamais. Est-ce que tu peux faire il y a probablement plusieurs définitions, mais d'après toi, l'anxiété, comment tu la définirais pour les auditeurs? Moi, j'ai un copain qui est un chauffeur de camion, donc il parle carrément, dit des choses simples, mais tellement brillantes. Il me dit... Ton anxiété, c'est un piton collé. Hein? C'est simple, cette expression-là, on la connaît bien. C'est comme, dans chaque être humain, il y a une espèce de modus operandi qui fait qu'on a une alerte qui sonne quand le danger se présente. Le problème avec l'anxiété, c'est que cette alarme-là s'attarde et s'applique incontrôlée. Alors, le piton reste collé, le piton de l'anxiété, qui devrait nous servir, mais à ce moment-là, détruit notre vie. Parce qu'on a peur de ci, de ça, on a même peur d'avoir peur. Mm-hmm. Alors, c'est de l'anxiété, c'est beaucoup la peur de l'inconnu. Donc, on est impatient de ce qui se passe, on est insécure tout le temps. C'est beaucoup ça, l'anxiété, pour à peu près tout le monde, mais ça varie d'intensité d'une personne à l'autre. Moi, je pense que j'ai une forme d'anxiété qui est plus légère. Moi, c'est surtout le matin et ça se dissipe à mesure que la journée avance. C'est certain, il y a des journées qui sont plus difficiles, mais j'ai connu des gens qui l'ont 24 heures par jour. Ça devient très difficile de vivre à ce moment-là. Mais il faut se rappeler que je pense que l'une des meilleures solutions, c'est d'être capable d'en parler. Dès qu'on parle, on désamorce. Si on ne parle pas à personne, on vit son trouble soi-même, puis on ne comprend pas ce qui nous arrive. Ça, c'est la pire des choses. Moi, j'ai quelqu'un qui me disait, dans mon entourage, tu t'écoutes trop. Mm-hmm. Donc, on te remet à toi la responsabilité de ta maladie et on te donne aussi la responsabilité de la guérir toi-même. Ça, c'est une erreur. Alors, quand on est dans un groupe, on comprend que c'est pas ça, c'est pas aussi simple que ça, puis qu'on n'est pas tout seul comme ça, puis qu'il y a de l'aide. Est-ce que une des solutions, c'est justement d'en parler assez ouvertement, tu sais, comme tu le fais, puis comme tu le fais dans les groupes? Parce que les gens ont souvent honte des problèmes de santé mentale, même à cette époque-ci, on pense que c'est plus tabou, mais ça l'est encore. C'est une des solutions, vraiment, d'être ouvert avec ça, d'en parler simplement, puis de l'accepter sans être défaitiste, mais juste l'accepter, puis d'aller de l'avant. Hein. Oui, probablement. Il y a 2 choses dans la question. Il y a le fait que, est-ce qu'on doit en parler immédiatement quand on rencontre quelqu'un? Je donnais un exemple, on s'en est parlé un peu plus tôt. Quand tu rencontres une personne pour la première fois, c'est peut-être pas une bonne idée de parler de ton anxiété. Tu parles d'autres choses, ton automobile, tes loisirs, quelque chose. Il y a des gens qui vont peut-être faire un pied de reculon. Là. Mais il y a des gens qui ne savent absolument pas ce que c'est de toute façon. Alors, ça ne changerait rien. Mais j'ai eu un commentaire qui m'a surpris énormément dans un des groupes de soutien. Il y avait quelqu'un qui refusait que l'anxiété... C'est quelqu'un de brillant, là, quelqu'un de très bien instruit, puis il connaissait son affaire, mais lui, il ne voulait pas que l'anxiété fasse partie des maladies mentales. Pour lui, c'était un tabou, là, et ça, une maladie mentale, c'est quelque chose qu'il faut tenir secret. C'est ce que j'ai compris dans son message, mais qu'est-ce que vous voulez? Ça fait partie des maladies mentales. C'est soigné par les CLSC dans le département des santé mentales. Ça ne veut pas dire parce qu'on est anxieux qu'on est fou furieux non plus, là.
faut comprendre la différence entre les deux. Là. Il faut comprendre que tout le monde a une santé mentale. Il n'y a pas personne qui a une santé mentale toujours au même niveau. Peu importe, des fois, ça va moins, c'est moins, ça fluctue moins là, pour certaines personnes, puis il y a plus un contrôle, mais on a tous une santé mentale. Donc J'oserais même aller dire un petit peu plus, puis je peux le faire parce que je ne suis pas un spécialiste de l'anxiété. Je pense que tout le monde souffre d'anxiété. C'est le niveau qui varie d'une personne à l'autre. On va donner un exemple. Quand tu es au travail, puis tu as 3 rapports à remettre, puis tu n'as rien que 5 heures pour les faire, puis tu sais que ça t'en prendrait 10, qu'est-ce que tu vis? De l'anxiété sévère. Il y en a là, que ça les empêche de dormir, ils pognent des crampes, ils vont vomir. Brad White disait avant de rentrer sur scène, il y a le trac. Alors, mais c'est de l'anxiété, ça, sévère. Là, lui, il était malade de toutes les fois. Là. Alors, d'ailleurs, le vieil artiste, le vieux comédien disait aux jeunes, est-ce que tu fais du trac? Il dit non. Le jeune comédien dit non, il dit, mon jeune ami, ça viendra avec le talent. Oui, c'est vrai. Le trac, ça peut être bénéfique de l'anxiété. À quelque part, c'est de le contrôler, mais effectivement... Oui. Alors là, on vit des pressions, on en vit tout le temps. Si quelqu'un vous agresse, moi, j'ai été l'été dernier agressé pour rage au volant. OK. J'avais jamais vécu ça en 50 ans de conduite automobile. Ouais. Et puis, qu'est-ce que tu veux? J'ai eu de l'anxiété, mais ça a été facile parce que c'était de l'anxiété concrète. On a remarqué ça aussi dans l'anxiété, c'est souvent des choses abstraites qui nous inquiètent, soit dans le passé ou dans l'avenir. 2 méthodes, 2 régions, on ne peut pas contrôler. Mm-hmm. Tandis que l'agression que j'avais eue, que le type, il frappait sur mon véhicule à grands coups de poing. Alors, à ce moment-là, ça s'est passé réellement. Donc, tu n'as plus à juger ce qui va arriver. Quand ça a été terminé, c'était terminé. Tu peux l'identifier, tu dis, il est arrivé ça n'arrivera pas chaque jour, donc tu peux faire du sens avec. Là. Alors, c'est ça. L'anxiété, c'est beaucoup de ne pas pouvoir contrôler cette émotion-là qui grandit. C'est comme un bouillonnement intérieur. Tu perds comme tes références, ta sécurité. Oui, il nous reste, Jocelyn, 2 minutes, mais j'aimerais ça que tu parlais des groupes de soutien, puis ça t'a été bénéfique. Puis je pense que la plupart des gens qui en parlent sont aussi sont souvent très contents de participer à ces groupes-là. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Puis on va donner évidemment les coordonnées avant la fin de l'entrevue. Oui. Alors moi, j'ai été référé d'abord, je dois le dire, par où je suis passé. Je suis allé par le CLSC ANSIC Montréal-Nord pour avoir de l'information de ce qui m'arrivait, pour moi tout de suite envoyé au bon endroit. Il y a des secteurs où c'est pour l'urgence, là. Et après ça, moi, je voulais avoir des groupes de soutien. On m'a parlé de la Clé des Champs, qui est à ANSIC. Que je connais, on a déjà interviewé il y a longtemps. Oui. Ouais. Alors moi, je suis avec eux autres depuis pratiquement 1 an et je vous assure que c'est absolument extraordinaire, essentiel. Les gens qui sont là, même les intervenants, sont tous des anxieux aussi. On ne peut pas travailler à la Clé des Champs si on n'est pas un anxieux soi-même. Donc, on sait de quoi on parle. Ça, c'est très important. Deuxième groupe, c'est Phobie Zéro. Mm-hmm. Alors, les prix sont très abordables ou pratiquement rien. Donc, il faut penser à avoir du soutien. Je dis le message le plus important, c'est qu'allez chercher de l'aide et entourez-vous de vos amis les plus chers et partagez avec vous. Restez pas dans l'anonymat. Ça, c'est très important. Merci beaucoup, Jocelyn Cormier. Un beau témoignage et j'espère qu'on va pouvoir avoir l'occasion de refaire de la radio ensemble. C'est très agréable de te recevoir en studio. Alors, à une prochaine, certainement. Ce serait mon plus grand rêve. Merci beaucoup. Puis bonne continuation. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Folie Douce est aussi présent sur Instagram. Cherchez Folie Douce Radio et venez nous voir. C'est maintenant le bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Alors aujourd'hui, ton sujet, la manipulation psychologique. Oui, la manipulation psychologique, un problème, je dirais que beaucoup de gens vivent, ça peut être de plusieurs façons. Je vais vous en parler, j'ai trouvé un bon article là-dessus sur Internet, mais comme ça m'arrive souvent, des fois je débute simplement parce que je trouve sur le site Wikipédia, et je trouvais que c'était bien... bien écrit, bien résumé. Ouais. Alors, voilà ce qu'on dit tout simplement sur le site Wikipédia comme définition. Alors, on nous dit une manipulation mentale ou manipulation psychologique est en psychologie une méthode délibérément mise en œuvre dans le but de contrôler ou d'influencer la pensée, les choix, les actions d'une personne via un rapport de pouvoir ou d'influence, c'est-à-dire par suggestions et contraintes. Les méthodes utilisées faussent ou orientent la perception de la réalité de l'interlocuteur en utilisant notamment un rapport de séduction, de suggestion, de persuasion, de soumission non volontaire ou consentie. On dit aussi que même si la manipulation mentale fait penser aux sectes ou au lavage de cerveau, elle entre en jeu dans les relations quotidiennes et concerne aussi bien les individus que les foules. Elle peut même avoir une perception positive dans le cas de la séduction amoureuse.
Alors, on voit qu'il y a plusieurs domaines qui peuvent être affectés. Il y a des rhétoreux qui s'en servent pour séduire. Ça a l'air à ça. Ouais. Alors, on nous dit elle reste cependant mal connue malgré les nombreuses expériences réalisées et les concepts développés. La manipulation fait partie du quotidien des civilisations comme l'Occident moderne où systèmes de pouvoir, conflits d'intérêts, rapports de force sont omniprésents. Elle se développe à partir de la conscience de soi-même, du langage et de la hiérarchisation de la société qui produisent un grand nombre d'interactions et dont chacun veut tirer parti. C'est une compétence apprise qui forme part de la culture et que chacun connaît et utilise dans sa vie personnelle ou professionnelle de façon positive ou négative, consciente ou inconsciente. Dans une telle civilisation, toute communication peut ainsi être une forme d'influence ou de manipulation. Il existe toute une palette de méthodes allant de la ruse, une action qui peut être parfaitement légitime, aux formes les plus dégradantes de manipulation psychique, en passant par toutes sortes de mensonges. La manipulation en tant que concept scientifique est principalement étudiée en psychologie sociale et en philosophie. On nous dit aussi la manipulation mentale induit un rapport de pouvoir qui aboutit au contrôle psychique d'une personne. Plus précisément, c'est la modification de l'état mental d'un individu par un autre dans le dessein de lui faire faire quelque chose, ce qui peut se résumer en un consentement fabriqué. Certainement qu'on retrouve ça aussi de parents vers des enfants, parce que des fois, c'est pas méchamment, c'est comme tu dis, c'est pas toujours dans le but de faire du tort à quelqu'un. Là. On nous dit finalement, toujours sur Wikipédia, dans le domaine de la psychologie sociale, on parle de conditionnement, mot qui apparaît au 19e siècle et se développe à la suite des travaux de Pavlov. Depuis lors, et par extension, le conditionnement représente les conditions mentales ou psychiques nécessaires à l'exécution d'un comportement. Finalement, on nous dit la propagande ou la publicité cherche à mobiliser le comportement des masses à court terme en utilisant parfois des moyens irrationnels. La désinformation est considérée, selon son utilisation, comme une arme de guerre. Elle est cependant utilisée comme la propagande pour manipuler l'opinion publique. La désinformation est probablement une des manipulations les plus difficiles à déceler et à identifier. C'est un des principaux points faibles de la société de l'information. Ouais. C'est un peu inquiétant quand tu y penses. Ouais. Finalement, c'est qu'il y a des maîtres menteurs un peu partout. Ouais, ça, c'est l'humanité. Hein? Ouais. À toutes les époques, je pense que ça existait, puis ça existe encore. Ouais. Alors, selon un article que j'ai trouvé sur Internet, c'est un article qui s'appelle « Manipulation psychologique », pourquoi on se laisse faire. C'est sur le site oserchanger.com. Peut-être qu'on ne s'en rend pas compte. On se laisse faire parce que peut-être que si c'était aussi évident, peut-être les gens ne se laisseraient pas faire. Ça ne fonctionnerait pas. C'est peut-être plus subtil qu'on pense. Oui. Alors, c'est écrit par un monsieur du nom de Marc Vachon, qui est auteur, blogueur, conférencier et formateur. Ce monsieur vit à Québec. Alors, il nous dit, vous cherchez une définition simple de la manipulation psychologique. Être manipulé, c'est être l'objet d'une manœuvre, volontaire ou non, faite par une autre personne pour que vous fassiez quelque chose que vous ne voulez pas nécessairement faire. Donc, pour modifier votre comportement sans que vous vous en aperceviez. C'est quasiment comme des hypnotiseurs, finalement. Ouais, mais tu sais, c'est subtil, puis tu sais, c'est vraiment fait de façon... C'est ça, c'est pas trop évident. Ouais. Ce monsieur Vachon nous dit que ce soit au bureau, avec vos collègues de travail ou vos supérieurs, dans votre famille, avec vos proches, au magasin avec un vendeur ou par le biais des médias, vous sentez-vous parfois pris au piège de la manipulation psychologique avec tous les effets néfastes que cela implique sur la relation et sur votre estime de vous-même. Voici quelques repères pour la reconnaître et éventuellement vous en préserver. Monsieur Vachon nous dit « Retenez qu'un véritable contact se fait dans la confiance et l'intimité entre deux personnes, alors que la manipulation psychologique ou mentale est une relation à distance entre une personne qui se retire du contact et une autre personne qu'elle considère davantage comme une chose, une simple chose. Ouais. Dès lors, les manœuvres manipulatrices créent inévitablement une perte du contact.
En fait, la personne manipulatrice ne cherche pas une relation véritable parce qu'elle a peur de s'exposer, d'être vulnérable ou d'être jugée. Un rapport véritable implique un risque, ce qu'il ne veut pas courir. Il choisit au contraire de contrôler ceux qui l'entourent. Alors, voici quelques exemples, selon ce M. Vachon, de manipulation. Premièrement, vous voulez exprimer un besoin, vous avez une récrimination à faire à votre supérieur, mais il réagit tout de suite en disant que si vous n'êtes pas content, il peut mettre quelqu'un d'autre à votre place et que bien des gens seraient contents d'avoir le poste que vous occupez. Sous ces menaces à peine voilées, vous décidez de vous taire. Effectivement, ça arrive souvent. Ça. C'est ça que je t'ai pour dire. Deuxièmement, au supermarché, votre enfant hurle pour que vous le fassiez monter dans le panier, roulant malgré votre interdiction. Las devant les regards réprobateurs des autres clients qui se demandent pourquoi vous torturez ainsi votre enfant, vous lui accordez finalement ce qu'il demande. Mais j'y reviendrai plus tard dans l'émission. Oui, on va poursuivre effectivement à l'Espresso allongé la manipulation psychologique à Folie douce. À venir dans l'émission, Jean-François Plouffe d'Action Autonomie présente le plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026. À l'Espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec son sujet « La manipulation psychologique ». Vous voulez échanger avec nous? Vous désirez participer à l'émission? Notre site web est antenne.qc.ca. Utilisateur de Facebook, YouTube, Instagram, Twitter et LinkedIn, cherchez Folie douce Radio pour nous trouver. Vous écoutez actuellement Folie douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie douce, une communauté, une radio. Je suis en compagnie maintenant de mon invité chroniqueur et collaborateur, Jean-François Plouffe. Bonjour Jean-François. Bonjour. Bonjour, tu es d'Action Autonomie, tu es chargé de dossiers et de communication. Tu te fais un devoir justement d'informer les gens, essentiellement, et plusieurs autres tâches, mais à l'émission ici, d'informer les gens sur les différents enjeux en santé mentale. On parle aujourd'hui du plan d'action interministériel en santé mentale, justement, 2022-2026, si je ne m'abuse, que tu nous avais d'ailleurs annoncé le fameux terme interministériel qui était ajouté. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire pour débuter? Bien, d'abord, il faut se rappeler que c'est un 4e plan d'action qui est présenté par le ministère depuis 1998. Okay. Et il faut savoir aussi que le plan d'action, c'est pas un geste de gentillesse ou d'altruisme du gouvernement du Québec, c'est le résultat de plus de 40 ans de mobilisation citoyenne en faveur de la reconnaissance des personnes qui ont un problème de santé mentale et la reconnaissance de leurs droits. Ça a commencé en 1961 par le livre « Les fous crient au secours ». Suite à ça, les milieux se sont organisés et en 1989, on a une première politique en santé mentale qui est émise par le gouvernement et tout ça va être suivi des différents plans d'action en santé mentale qui vont se succéder. Est-ce que c'est ce plan-là qui a eu une pause à un moment donné de 5 ans? C'est celui-là? Hein? Il y en a eu le dernier était 2015-2020, le deuxième est 2022, et c'est entre 2010 et 2015 qu'il n'y en a pas eu. C'est ça. Et ouais. Tout le milieu se posait un peu la question où est-ce qu'on s'en va, effectivement. Et il a fallu faire pression, encore une fois, sur le ministère pour dire tout n'est pas réglé, loin de là, donc il faut en faire un autre. Avant de parler de ce plan-là qui est actuel, le plan 2015-2020 qui précédait celui-là, rapidement, est-ce qu'on peut donner comme un constat? Est-ce que c'est pas un échec? Est-ce que c'est pour ce qui nous concerne, nous, on est davantage intéressés par la question de la primauté de la personne et de la défense des droits. On se réjouissait que ça soit vraiment sous forme d'action puis de livrable de la part des établissements envers le ministère. Ouais. Ça a commencé doucement. C'était très variable selon les établissements.
la volonté qu'on avait de faire ces plans d'action-là et surtout de nous y associer comme groupe de défense de droits. Et l'autre problème, c'est que avec la pandémie, tout ça a à peu près complètement arrêté. On a mis toutes ces questions-là de côté pour se consacrer uniquement à la question épidémiologique, ce qui, à notre point de vue, était une erreur. On aurait dû pouvoir traiter la santé mentale et l'épidémie en même temps, mais on ne l'a pas fait. Donc, ça a beaucoup ralenti. Pour nous, il y a une sensation d'inachevé au déploiement de ce plan d'action 2022, et d'autant plus que dans le plan d'action 2022-2026, il n'y a plus d'action concrète par rapport à la primauté de la personne. Le message que le ministère envoie, c'est « Vous avez fait vos plans d'action, vous les avez mis en œuvre, bravo, on vous invite à poursuivre dans la même voie. » Mais quand on est invité, c'est pas nécessairement obligatoire, donc on n'est pas obligé de livrer quelque chose. Et donc, ça nous inquiète parce que ça repose uniquement sur la bonne volonté maintenant des établissements, et on sait que cette bonne volonté-là, elle varie selon le temps, selon la conjoncture et selon les personnes qui sont en place. Et comme on sait qu'il y a un grand roulement de personnel dans les établissements de santé, tout comme ailleurs, ben, à un moment donné, quelqu'un d'intéressé qui fait avancer les choses va quitter pour occuper un nouveau poste, et la personne qui va le remplacer, ça peut prendre des mois avant qu'elle recommence à s'intéresser à la primauté. La primauté de la personne, comment on peut décrire ça? Ça a l'air quand même négatif dans ce plan-là, mais qu'est-ce que ça veut dire? Dans le plan d'action 2015-2020, ce que ça voulait dire, c'était qu'on devait s'intéresser notamment aux droits des personnes, faire en sorte que ces droits-là soient connus et reconnus dans le milieu, ce qui n'est toujours pas le cas aujourd'hui. On parlait aussi de lutte à la stigmatisation. Il y a certaines actions ponctuelles qui ont été livrées, mais on sait qu'il y a toujours beaucoup de stigmatisation dans le réseau. Et il y avait aussi une question de participation citoyenne collective à l'organisation des services. Ça, on peut se réjouir que ça ait été repris dans le nouveau plan d'action 2022-2026. Et il y a même une somme d'argent là, qui est adossé à cette action-là, ce qui n'était pas le cas dans les plans d'action précédents. Cette fois-ci, les actions sont chiffrées, donc c'est positif. Et donc, pour cet aspect-là de la participation collective, on se réjouit parce qu'on espère qu'il y aura des avancées, parce que jusqu'à maintenant, la seule participation des personnes qui avaient, c'était par les patients partenaires, qui était pas une mauvaise approche en soi, mais c'était une approche individuelle, et c'était des gens qui étaient formés par les établissements et qui, la plupart du temps, étaient là pour approuver ce qui se faisait déjà, l'ordre actuel des choses, alors qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui trouvent qu'il y a des changements importants à apporter à l'organisation des services. Et selon ce que tu dis, il y aurait de la rémunération aussi, parce que ça passe par là aussi. Si les gens collaborent ou donnent un peu leur... Entre autres choses, effectivement, avant 2022, on n'avait même pas d'argent pour leur payer leur billet d'autobus pour se rendre dans des réunions. Maintenant, on va avoir un budget pour tout le Québec, c'est pas énorme, là, mais un budget d'1 million de dollars pour tout le Québec pour 5 ans. Donc, pour Montréal, notamment, qui est notre territoire, ben, on peut passer à quelque chose comme 50 000 par année. Donc, on va probablement être capable de faire quelque chose par rapport à ça. Oui, puis on sait que c'est important aussi parce que le pouls du... Tu sais, les gens qui ont vécu des problématiques ou qui en vivent, ben, je veux dire, ils peuvent donner leur point de vue. Ça peut juste aider le système, là. Tout à fait. Ouais. Donc, nous, on soutient ça fortement depuis plusieurs années. Sinon, dans l'ensemble du plan, est-ce que Action Autonomie, tu représentes Action Autonomie, est-ce que dans l'ensemble, vous trouvez que c'est un plan qui est mieux, qui est bien, ou comment on peut le qualifier? Il y a des choses négatives et il y a des choses positives. Le principal point négatif, c'est celui dont je viens de parler, l'idée d'avoir évacué la notion de primauté de la personne, d'en avoir fait une valeur transversale. Pour nous, c'est un recul important. Il y a certaines initiatives aussi qui ne sont pas nécessairement mauvaises en soi, mais qui peuvent entraver l'autonomie des organismes communautaires, notamment un projet des éclaireurs qui consiste à aller chercher des gens en détresse dans la communauté. C'est très bien. Ça avait été mis en place à Lac-Mégantic au moment du Grand Feu, mais là, ça s'installe mur à mur partout au Québec, et les spécificités des milieux spécifiques ne sont pas prises en compte, et il y a déjà des organismes qui sont actifs depuis plusieurs années pour faire ce genre de travail-là, et c'est pas évident que ça
va être compatible avec cette nouvelle approche des éclaireurs. Il y a aussi le PQPTM, le Programme québécois de prévention des troubles mentaux, qui lui aussi veut amener beaucoup des recettes qui sont pas nécessairement mauvaises, encore une fois, puis qui vont gagner à être essayées, mais qui sont quand même assez rigides. On dit que on est en train de codifier des bonnes pratiques et de dire c'est ça que vous devez faire. Alors qu'évidemment, dans le milieu communautaire, l'approche qu'on a, c'est de s'adapter à différentes situations et de ne pas avoir d'idées préconçues par rapport à la façon d'intervenir avec un type de personne ou une autre, ou avec un diagnostic ou un autre. Et là, le PQPTM, il vient un petit peu mettre de l'interférence dans ça. Par contre, il y a des points positifs aussi. Notamment, heureusement. Oui, ils sont significatifs quand même. On parle de 75 millions de dollars supplémentaires sur 5 ans pour le financement à la mission des organismes communautaires. Donc ça, c'est positif. C'est une demande récurrente depuis des lunes. Depuis des décennies. Depuis toujours, je dirais. Ce qu'il faut espérer, c'est que ce 75 millions-là demeure après la fin du plan d'action. Il est confié au programme de support aux organismes communautaires, le PSA, qui habituellement c'est du financement récurrent. L'autre petit problème que ça pose, c'est qu'il y a des indicateurs de réussite là-dedans qui sont fixés par le ministère qui parlent de plus de services, plus d'heures d'ouverture, plus de personnes aidées et tout ça. Donc, on est beaucoup dans le quantitatif, alors que ce dont les organismes ont besoin, c'est de la marge de manœuvre pour améliorer et maintenir la qualité des services qu'ils offrent aux gens. Et plusieurs organismes ont aussi besoin d'arriver à un niveau qui est acceptable au départ, avant même de repenser donner plus d'heures et tout ça. Là, c'est ça aussi. Là. Effectivement. Ouais. Donc, c'est pas parfait, mais c'est quand même une avancée très, très significative qu'on applaudit. Et j'ai parlé tout à l'heure de la participation citoyenne. Il faut aussi mentionner ce qu'on appelle les pratiques mixtes d'intervention psychosociale avec les interventions policières. On sait qu'il y a souvent eu des difficultés, l'utilisation de moyens inappropriés là, pour gérer des situations de crise de la part des policiers qui ne sont pas habitués encore à ces situations-là. Donc, ils ont besoin de la présence d'intervenants psychosociaux. Ça existait notamment en milieu urbain, mais ça existait moins en région. Là, il y a comme une volonté d'élargir ça et de généraliser ça partout au Québec. Donc ça, effectivement, aussi, c'est très, très positif. Oui, puis d'ailleurs, c'était présent à Montréal, mais quand même en quantité limitée, si on veut. Là. Les intervenants étaient là, mais dans certains secteurs seulement. Donc, C'est ça. Et là, on parle de consolider ce qui existe déjà et de développer ce qui n'existe pas encore. On peut aussi mentionner le développement de certains nouveaux centres de crise. Ça aussi, c'est très positif. Cependant, on a identifié 2 régions, le Saguenay-Lac-Saint-Jean et l'Estrie, qui n'en avaient pas jusqu'à maintenant, c'est très bien, mais on ne mentionne pas dans le plan d'action l'idée justement de consolider et de développer les centres de crise qui sont existants et qui ont de la difficulté à répondre à la demande et qui sont en besoin urgent de refinancement eux aussi. Un des points qu'on m'avait confié à un moment donné, c'est que par rapport à ce plan-là, c'est qu'on nommait une des rares fois qu'on a nommé les groupes communautaires comme étant presque, je ne sais pas comment on les nomme exactement, mais ça semble être plus, pas accepté, mais en tout cas, ils sont plus nommés que... Oui. On a toujours eu l'impression qu'ils étaient un peu laissés de côté sans les nommer. Là. C'est ça. Ils deviennent partie prenante, effectivement. Le piège dans ça, c'est qu'ils deviennent des sous-traitants du réseau. Ce qui est important dans cette participation-là et dans cette collaboration-là, c'est de préserver l'autonomie des organismes communautaires, autant leur autonomie dans leur organisation que leur autonomie dans leur prestation de services. Et il y a toujours une tentation du ministère de venir imposer ses bonnes pratiques, puis son excellence et tout ça, qui n'est pas toujours si excellente que ça. On l'a vu notamment dans la façon dont on a géré la pandémie dans les établissements psychiatriques. Donc, dans les prochaines années, qu'est-ce que ça va être le plan? Est-ce que ça va être de continuer à se parler puis de tenter justement que les groupes communautaires essaient aussi de faire valoir leurs points? Je pense que l'une des priorités, ça va être la diversification de l'offre de soutien aux personnes, si on veut. Il va falloir, on chemine peut-être vers la reconnaissance du fait qu'il n'y a pas que les diagnostics du DSM-5, que la médication pour aider des gens qui ont des problèmes émotionnels. Il existe d'autres façons, il existe des ailleurs et des autrement, et on espère qu'à l'issue de ces 5 années-là, on les aura reconnus pour la valeur qu'elles ont.
Parce qu'avant de terminer, il reste à peu près 1 minute, Jean-François. Donc, finalement, le rôle des organismes comme le vôtre, comme plusieurs organisations, est-ce que c'est de suivre un peu le déroulement de ce plan-là et d'arriver éventuellement à faire des propositions pour un prochain plan? Ou comment? Nous, évidemment, de notre côté, on va profiter de l'idée que la primauté de la personne existe toujours puis que c'est une valeur. Donc, on va essayer de continuer de pousser là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Puis évidemment, il faut influencer en faveur du changement parce qu'il y a encore beaucoup de changements à faire dans la culture des établissements de santé en santé mentale. Parfait. Avant de terminer, est-ce que tu peux nous rappeler les coordonnées d'Action Autonomie? Oui. Alors, notre numéro de téléphone, c'est le 514-525-5060. Et notre adresse Internet est le www.actionautonomie.qc.ca. Bien, merci beaucoup, Jean-François Plouffe, d'avoir été des nôtres et on va suivre ce nouveau plan d'action interministérielle en santé mentale. À la prochaine. Merci. À la prochaine. Au revoir. Ici Marjolaine Lachance de Belle Cause pour la cause. Vous écoutez actuellement l'émission Folie douce. Nous sommes de retour au micro avec l'Espresso allongé et le sujet entamé plus tôt avec toi, Pierre, la manipulation psychologique. Tu avais commencé en nous mentionnant certains exemples, ou en tout cas certains trucs pour les reconnaître. Oui. C'est d'après un article que j'ai trouvé sur Internet qui s'appelle « Manipulation psychologique ». 2 petits points. Pourquoi on se laisse faire? C'est d'après M. Marc Vachon, qui est auteur, blogueur et conférencier et formateur. Il vit à Québec. Ouais, avec un E. Le site s'appelle oserchanger.com. Alors, ce monsieur Vachon nous donnait des exemples de manipulation. Alors, un 3e exemple de manipulation, il nous dit, par exemple, vous appelez un de vos parents pour prendre de ses nouvelles. Malgré vos visites récentes, il se plaint de sa solitude, mentionne que la voisine reçoit la visite de ses enfants, elle, allant même jusqu'à sous-entendre que tout le monde serait bien mieux s'il n'était plus là. Vous aviez une bonne intention au départ, mais en raccrochant, vous vous sentez mal et coupable et décidez d'aller le voir le soir même ou le lendemain, mettant de côté une autre de vos obligations. Alors, ça aussi, c'est de la manipulation. Effectivement, c'est ça. Alors, M. Vachon nous dit, comme vous le voyez dans ces 3 exemples, vous êtes manipulé à différents degrés. Une autre personne réussit, volontairement ou non, consciemment ou pas, à vous influencer pour que vous agissiez d'une façon qui réponde à ses besoins et non aux vôtres, parfois d'une manière détournée, et ce, au détriment du contact réel entre vous et elle. Maintenant, pourquoi est-on vulnérable à la manipulation psychologique? Eh bien, ce n'est pas tout de connaître la définition de la manipulation psychologique. Encore faut-il découvrir les raisons de notre vulnérabilité à la manipulation. Bien sûr, elles sont multiples et différentes d'une personne à l'autre. De façon générale, un premier grand groupe d'explications tient à la motivation et à ses 2 grandes forces, soit l'évitement de la souffrance et la recherche du plaisir. Ainsi, une personne manipulatrice peut vous motiver à faire ce qu'elle veut parce qu'elle touche chez vous une corde sensible et provoque un malaise ou une émotion que vous ne voulez pas ressentir. Personne n'aime souffrir et ressentir de la culpabilité, de la peur, de l'insécurité, de l'impuissance, du doute, etc. Alors, vous êtes dans ce cas manipulé parce que vous voulez éviter une souffrance. Je me disais sûrement qu'il y a des personnes qui sont plus faciles à manipuler que d'autres, tu sais, c'est ça, malheureusement. Là, sûrement. Ces gens-là accrochent plus justement à être manipulés, oui. C'est dommage. Là. Mais des fois, je me dis, peut-être qu'un très bon manipulateur ou une manipulatrice peut manipuler n'importe qui, je pense. Peut-être. Dépendant de l'habilité. Oui, peut-être. Il y a un art là-dedans. Peut-être des fois, s'ils vont chercher notre point sensible. Là, peut-être qu'elle s'adapte à la personne. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, M. Vachon nous dit, lorsque votre image de vous-même est quelque peu défaillante, ou en d'autres termes, lorsque vous n'êtes pas sûr de vous, de ce que vous êtes vraiment ou de ce que vous voulez, la manipulation peut plus facilement provoquer en vous le doute et la culpabilité. Par exemple, si quelqu'un boude à cause de ce que vous lui avez dit ou de ce que vous lui avez fait, pour éviter la culpabilité, vous lui dites que vous ne le pensiez pas vraiment, plutôt que d'endurer cette bouderie qui est une forme d'agressivité passive. L'exemple numéro 3, plus haut, en est une bonne illustration. Par ailleurs, la tactique de manipulation peut aussi toucher une de vos peurs, celle d'être jugé.
Personne n'aime se faire reprocher d'être égoïste, incompétent, ingrat ou inhumain. Cela peut aussi être la peur de blesser, de ne pas être aimé ou celle de perdre un avantage, de perdre l'affection, le respect, un avantage matériel ou même votre emploi. Ou encore, la personne manipulatrice peut contrôler votre comportement en vous faisant miroiter l'espoir d'un gain quelconque. Elle vous fera espérer un avantage affectif, de l'attention, de la reconnaissance, du statut ou un avantage matériel comme de l'avancement professionnel ou la possibilité d'atteindre plus facilement vos buts, d'obtenir des résultats et des récompenses tangibles. Vous êtes ici dans l'autre grande force de la motivation, soit la recherche du plaisir. Bien sûr, les deux types de motivation peuvent coexister chez chacun d'entre nous selon les contextes. Cependant, vous possédez probablement une stratégie qui prédomine sur l'autre. Une sorte de programme mental qui vient influencer votre action, peu importe les décisions que vous avez à prendre. Certains sont davantage motivés par l'évitement. Pour d'autres, c'est la perspective d'un gain qui les motive à agir. Reconnaître cette tendance fondamentale chez vous vous aidera peut-être à comprendre comment vous en venez à être manipulé et éventuellement à reprendre le contrôle. Maintenant, ce monsieur Vachon propose un exercice. Il nous dit, premièrement, je vous invite à penser à une situation précise dans le passé où vous avez eu le sentiment de vous être fait avoir et d'être manipulé. Deuxièmement, demandez-vous ensuite pourquoi vous vous êtes laissé faire. Troisièmement, était-ce pour éviter un malaise? Si oui, lequel? Par exemple, sortir d'une émotion désagréable ou éviter des représailles, ou pour ne pas perdre quelque chose, etc. Quatrièmement, est-ce dans l'espoir d'un avantage, d'un gain? Si oui, lequel? De l'attention, de l'amour, de la reconnaissance, de statut, d'avancement, etc. Et cinquièmement, était-ce un mélange des deux forces. Vous faites déjà un premier grand pas pour sortir du cercle vicieux de la manipulation quand vous cherchez et trouvez ce que vous voulez éviter ou ce que vous avez à gagner, à vous laisser faire. En terminant, que votre motivation soit l'évitement d'un malaise, d'une émotion désagréable ou d'une conséquence négative ou de l'ordre de l'espoir d'un gain, il reste que la manipulation opère moins chez les personnes qui tolèrent l'inconfort ou le malaise. J'imagine. Ouais. J'imagine. Par contre, la personne qui ne le tolère pas longtemps, le malaise va réagir plus rapidement et sera plus facile à manipuler. Par exemple, elle cédera plus rapidement au chantage de son enfant qui hurle plutôt que d'endurer ses pleurs. Comprenez bien qu'il y a toutefois un âge où il faut vraiment répondre aux pleurs de son enfant. Très, très jeune, encore. Oui. Alors, elle se laissera séduire plus rapidement que la personne qui use de ses charmes pour désarmer sa colère. Finalement, plutôt que de se sentir odieuse d'être en colère, elle pliera devant la menace pour éviter de ressentir la peur ou pour acheter la paix. La fameuse paix. Alors voilà. Mais merci, c'est un beau sujet, la manipulation psychologique. Soyons aux aguets, puis essayons de ne pas se faire manipuler le moins possible. Merci beaucoup, Pierre, pour ça. Vous aimeriez réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca, antenne.qc.ca. Avant de terminer ce rendez-vous, je tiens à remercier notre invité en début d'émission, Jocelyn Cormier, qui s'est livré, qui nous a parlé de son histoire de vie, d'anxiété finalement, dont il a souffert et dont il a pu contrôler en fait un peu les effets. Je remercie également notre collaborateur Jean-François Plouffe d'Action Autonomie qui nous a présenté le plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026. Je te remercie Pierre pour tes blocs Espresso. Bienvenue mon cher. Et pour ta mise en onde à l'Espresso, c'était la manipulation psychologique. Alors, merci tout le monde d'avoir été avec nous. C'était donc Folie douce, c'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.